Mon fiancé ne voulait pas que je rencontre ses parents et a dit qu'il ne serait pas au mariage. Alors, je suis secrètement allé les voir, et j'ai été horrifié par ce que j'ai trouvé. Emily Dawson ne cherchait pas l'amour lorsqu'elle a rencontré Michael Harris pour la première fois. Fraîchement sortie de l'université, elle commençait son premier vrai travail dans une entreprise de taille moyenne au centre-ville de Cleveland, cherchant encore ses marques dans le monde de l'entreprise. Michael, de quelques années son aîné, y travaillait comme administrateur, une personne organisée et stable, sur laquelle les jeunes employés s'appuyaient lorsqu'ils se sentaient dépassés. Leur lien a commencé discrètement, par de petits gestes de gentillesse. Il l'aida à s'y retrouver dans les systèmes, lui montra les ficelles du métier, lui expliqua les choses patiemment sans jamais la prendre de haut. Ce qui avait commencé comme du mentorat s'est vite transformé en conversation facile pendant les pauses café, puis en longues promenades après le travail, et finalement en quelque chose de plus. Avec le temps, Emily découvrit à quel point ils étaient compatibles. Michael n'était ni tape à accent graveleuil ni bruyant. Il était stable, attentionné et étonnamment drôle quand il baissait sa garde. Ils aimaient tous les deux la musique qui racontait une histoire, les road trips sans destination précise, et la joie simple de cuisiner un repas ensemble à la fin d'une longue journée. En moins d'1 an, ils avaient emménagé ensemble. Leur appartement à Cleveland n'était pas grand, mais il était chaleureux et rempli de petites traditions. Des plats à emporter le vendredi soir, des pancakes le dimanche matin, et au moins une fois par mois, une petite escapade de week-end dans une autre ville de l'Ohio, ou parfois de l'autre côté de la frontière, en Pennsylvanie. Michael ne séparait jamais les tâches ménagères à lui, et, à elle. S'il rentrait le premier, il préparait le dîner, expérimentant parfois même de nouvelles recettes. Si Emily était libre, elle pliait le linge ou planifiait leur prochaine escapade. Leur vie commune était harmonieuse, bâtie sur de discrets gestes de respect. Leurs amis remarquaient souvent à quel point ils semblaient à l'aise, à quel point leur relation paraissait naturelle. Un détail, cependant, a toujours attiré l'attention. Michael ne touchait jamais à l'alcool. Lors des rassemblements, quand on passait les bières ou qu'on versait le vin, il déclinait poliment. « Je suis un athlète », expliquait-il avec un sourire. « Je fais de la boxe depuis que j'ai 7 ans. Mon corps ne supporte pas bien l'alcool. Honnêtement, je n'aime même pas l'odeur. » Ce n'était pas offensant, juste factuel, et la plupart des gens laissaient tomber. Emily admirait sa discipline. Pour elle, c'était un signe de maîtrise de soi et d'engagement, des traits qu'elle appréciait profondément. Alors que leur relation mûrissait, parler de mariage devint inévitable. Les parents d'Emily, Patricia et George Dawson, savaient depuis des mois qu'elle était sérieuse avec Michael. Naturellement, ils voulaient le rencontrer. Ainsi, un samedi, Emily amena Michael chez les Dawson, dans l'est de Cleveland. Patricia, chaleureuse et gracieuse, avait préparé une table remplie de nourriture, poulet rôti, purée de pommes de terre, sa célèbre tarte aux pommes. George, plus réservé mais tout aussi accueillant, servit les boissons et fit de la place à table. Ils traitèrent Michael non pas comme un invité, mais presque comme un membre de la famille dès l'instant où il entra. La conversation coula de source. George l'interrogea sur son travail, ses passe-temps, sa vision de la vie. Michael, poli et articulé, répondit sans hésitation. Il avoua son amour pour la randonnée, son habitude de courir tôt le matin le long du lac Erie, sa préférence pour les soirées tranquilles plutôt que les fêtes bruyantes. Patricia remarqua la façon dont il regardait Emily, douce mais constante, avec une sorte de chaleur protectrice. Pourtant, au fil de la soirée, une question subtile persistait dans l'esprit de Patricia. Entre 2 bouchées de tarte, elle demanda finalement, « Alors, Michael, parlez-nous un peu de votre famille. » Emily n'a pas dit grand-chose. « Nous aimerions en savoir plus. » Michael se figea un instant. Ce fut rapide. Si rapide que la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué, mais Emily, si. Son sourire vacilla, puis revint, maîtrisé et calme. « Oh, ils sont dans une autre partie de l'Ohio, » dit-il d'un ton léger. Pas grand-chose à dire, vraiment. On ne se voit pas souvent. Il changea de sujet avec un charme désarmant, interrogeant George sur son travail dans la logistique, détournant les projecteurs de lui-même. Patricia échangea un regard avec son mari, puis avec Emily. Ce n'était pas exactement de la suspicion, mais de la curiosité. Pourquoi Emily n'avait-elle jamais rencontré sa famille? Pourquoi, depuis tout le temps qu'ils étaient ensemble, Michael ne les avait-il jamais mentionnés? Emily le remarqua aussi.
Pour la première fois depuis qu'elle était tombée amoureuse de lui, elle réalisa qu'il y avait une partie de la vie de Michael dont elle ne savait presque rien. Ce n'était pas l'absence de détails qui la troublait. C'était la façon dont il esquivait, comme s'il y avait des portes qu'il refusait d'ouvrir. La soirée se termina chaleureusement. Michael remercia Patricia pour le repas, serra fermement la main de George et aida Emily à enfiler son manteau. Mais sur le chemin du retour, la chaleur de la soirée laissa place à une tension tacite. Emily regardait par la fenêtre, s'interrogeant sur les parties de l'histoire de Michael qui restaient cachées. Il lui avait donné son temps, sa gentillesse, son amour. Pourtant, derrière ce sourire constant, il y avait un silence qui semblait s'étendre bien au-delà des kilomètres entre Cleveland et la ville d'où il venait. Un silence qu'Emily ne parvenait pas à chasser, peu importe ses efforts. L'hiver était à peine terminé que les discussions sur un mariage commencèrent à emplir la maison des Dawson. Patricia n'aimait rien de plus que d'imaginer sa fille unique en blanc, marchant le long d'une allée bordée de fleurs, chaque invité se levant pour la regarder. George, pratique comme toujours, prétendait ne pas se soucier des détails. Mais Emily le surprit à sourire lorsque Patricia parlait de la première danse ou du toast au champagne. Pour ses parents, un mariage n'était pas seulement une formalité. C'était une célébration de la famille, de la tradition, et de la vie qu'ils avaient travaillé si dur à donner à leur fille. Michael, cependant, voyait les choses différemment. Un soir, dans leur petit appartement de Cleveland, au milieu des boîtes de plats à emporter et du ronronnement du radiateur, il aborda le sujet. « Et M, commença-t-il prudemment. Que penserais-tu de faire un petit mariage? Juste nous, peut-être quelques amis proches. Quelque chose de simple comme une cérémonie à la mairie et un dîner après. Pas de limousine, pas de salle de banquet, rien de tout ça. » Emily pencha la tête, surprise. Elle avait toujours imaginé quelque chose de modeste, mais quand même festif. La famille réunie, de la musique, des photos à encadrer. Petit, d'accord, dit-elle, mais tu veux dire pas de réception du tout? Michael haussa les épaules, essayant de paraître décontracté. Pourquoi dépenser de l'argent à nourrir une centaine de personnes que nous connaissons à peine? Nous pourrions utiliser cet argent pour une lune de miel ou peut-être un acompte sur une maison, quelque chose qui compte vraiment pour notre avenir. Son raisonnement était sensé, pratique, même romantique à sa manière. Pourtant, quand Emily en parla à ses parents, Patricia halta d'incrédulité. Pas de réception? Absolument pas, Emily, tu mérites un vrai mariage. Nous attendons ce jour depuis ta naissance. Peu m'importe si nous devons le payer nous-mêmes. Nous le ferons. Tu es notre fille, et tu devrais avoir la célébration dont tu rêves. George la soutint d'un hochement de tête silencieux. Ce n'est pas seulement pour toi non plus, ma chérie. C'est aussi pour la famille. Pour honorer l'engagement que vous prenez. Emily se tenait entre eux, déchirée. Elle voulait respecter les souhaits de Michael. Mais elle ne pouvait pas non plus ignorer l'étincelle dans les yeux de sa mère, la détermination dans la voix de son père. Il voulait lui offrir le genre de journée qu'il pensait qu'elle méritait, un événement unique dans une vie. Le week-end suivant, alors qu'elle et Michael pliaient le linge, Emily tenta à nouveau. « Mes parents veulent vraiment un plus grand mariage, dit-elle doucement. Ils sont même prêts à payer. C'est important pour eux. » La main de Michael s'immobilisa, un t-shirt à mi-pliage. Il le posa, puis expira. « Emily, mes parents ne seront pas là. » Les mots tombèrent lourdement. Emily cligna des yeux, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne leur as même pas encore dit la date. » « Je n'ai pas besoin de le faire, dit-il en se détournant. Ils ne viendront pas. C'est comme ça. Mais, Michael, insista TL. C'est ton mariage aussi. Tu ne veux pas que ta famille soit là? Ta mère, ton père, n'importe qui? Il secoua la tête, la mâchoire serrée. Ce n'est pas possible. Ils sont occupés. Laissons ça comme ça. L'explication était mince, à peine plus que de l'air. Emily sentit la frustration monter en elle. Ce n'était pas que ses parents ne pouvaient pas venir. La vie avait ses obstacles. Tout le monde comprenait ça. C'était la façon dont il mettait fin à la conversation. Refusant d'offrir le moindre détail, comme si le sujet lui-même était interdit. Elle essaya de sourire, de laisser tomber. Mais plus tard cette nuit-là, allongée et veillée à côté de lui, elle ne put s'en empêcher.
Michael lui avait donné toutes les raisons de lui faire confiance. Pourtant, ce silence la rongeait. Les mariages étaient une question d'union, de deux familles qui se réunissent, pas seulement de deux personnes qui signent des papiers. Pourquoi était-il si déterminé à garder sa partie dans l'ombre? Emily se dit de ne pas insister. Il s'ouvrirait quand il serait prêt. Pourtant, au fil des jours, les questions persistaient. Pourquoi n'avait-elle jamais rencontré sa famille? Pourquoi ne les appelait-il jamais, ne mentionnait-il jamais leur nom? Que cachait-il derrière ce visage calme et constant? Les doutes étaient discrets au début, faciles à étouffer dans le rythme de la vie quotidienne. Mais comme de l'eau s'infiltrant dans les fissures d'un mur, ils revenaient sans cesse, doux mais insistants. Pour la première fois depuis qu'ils avaient emménagé ensemble, Emily se demanda si elle connaissait vraiment l'homme qu'elle prévoyait d'épouser. L'idée germait dans l'esprit d'Emily depuis cette nuit où Michael, les yeux détournés, avait insisté sur le fait que ses parents n'assisteraient pas au mariage. Il ne lui avait donné aucune raison, seulement un mur de silence. Plus il refusait d'expliquer, plus sa curiosité brûlait. Une semaine plus tard, Michael mentionna qu'il devait partir pour un court voyage d'affaires. Ce n'était pas inhabituel. Son travail l'envoyait occasionnellement dans d'autres villes de l'Ohio pour des tâches administratives. Il lui demanda si elle voulait l'accompagner, mais Emily secoua la tête, prétextant qu'elle avait des rapports à terminer et peu d'envie de se promener seule pendant qu'il était en réunion. Michael accepta sa réponse facilement, lui embrassa le front le lendemain matin, et partit avant l'aube avec un petit sac de voyage. Emily regarda le taxi s'éloigner de leur immeuble, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle avait déjà pris sa décision. Ce soir-là, en rangeant l'appartement, elle trouva la confirmation qu'elle cherchait. Dans la boîte à gants de la voiture de Michael, où il laissait parfois des papiers d'assurance et du vieux courrier, il y avait une enveloppe pliée adressée à Carol Harris à Youngstown. Emily fixa le nom. Elle se souvint que Michael avait une fois prononcé rapidement le prénom de sa mère, comme par accident. Carol. Ça devait être elle. Elle tint l'enveloppe longtemps, hésitant. C'était comme une intrusion, comme franchir une ligne qu'elle s'était promis de ne jamais franchir. Mais c'était là, l'adresse qu'il avait cachée, le lien vers la famille dont il refusait de parler. Elle glissa le papier dans son sac à main. Le lendemain matin, Emily prépara un petit sac et dit à ses parents qu'elle ferait des courses en dehors de Cleveland. Puis elle monta dans sa voiture et régla le GPS sur Youngstown. L'autoroute s'étendait, longue et plate, devant elle. Le soleil d'hiver était pâle et froid contre le pare-brise. Au fil des kilomètres, le paysage passa des banlieues animées de Cleveland aux abords plus calmes et plus gris de la Rust Belt de l'Ohio. Des entrepôts vides aux fenêtres brisées se dressaient le long de la route. De vieilles usines, autrefois le cœur de la production d'acier, gisaient maintenant à l'abandon, leurs cheminées pointant comme des doigts décharnés vers le ciel. Plus près de Youngstown, le déclin était impossible à ignorer. Des rangées de maisons s'affaissaient les unes contre les autres, les porches s'effondrant, les fenêtres barricadées. Certaines rues semblaient avoir été vidées de toute vie il y a des années, ne laissant que des coquilles vides. Un magasin d'alcool se tenait au coin, son enseigne au néon bourdonnant faiblement, même en plein jour. En face, un restaurant à moitié fermé se penchait sous un auvent délavé. Emily serra plus fort le volant. Elle avait grandi dans un quartier stable de la classe moyenne où les pelouses étaient tondues et les voisins se saluaient d'un signe de la main. Ici, un silence lourd pesait dans l'air, rompu seulement par l'aboiement occasionnel d'un chien errant ou le bruit sourd d'une musique s'échappant d'une voiture qui passe. Son GPS la dirigea hors de la route principale et dans une rue résidentielle étroite. Des nids de poules parsemaient l'asphalte fissuré. Les jardins étaient en friche, les clôtures brisées et en train de s'effondrer. Devant une maison, une camionnette rouillée reposait sur des parpaings, ses pneus manquants. Du linge flottait raidement sur une corde, bien que le tissu fût si usé qu'il en était presque incolore. Elle ralentit, le cœur battant à tout rompre. C'était le monde que Michael avait laissé derrière lui, le monde qu'il n'avait jamais voulu qu'elle voie. Elle pensa à son refus de boire, à sa façon d'éviter de parler de sa famille, à son insistance pour que ses parents ne viennent pas au mariage. Dans ce paysage, son silence commençait à prendre sens. Emily gara sa voiture près d'un magasin de proximité au toit affaissé et à l'enseigne peinte à la main. Un instant, elle resta assise là, fixant l'adresse sur le papier, ne sachant pas si elle aurait le courage de frapper à la porte une fois qu'elle l'aurait trouvée. Son estomac se noua de culpabilité. Elle aimait Michael. Elle lui faisait confiance, mais elle ne pouvait pas construire un mariage sur des ombres.
Prenant une profonde inspiration, elle redémarra le moteur et s'enfonça plus profondément dans le quartier. Chaque virage semblait la mener plus loin dans l'abandon, comme si le temps avait oublié cette partie de l'Ohio. Les maisons penchaient comme de vieux hommes fatigués. Le tricycle rouillé et cassé d'un enfant gisait renversé dans un jardin envahi par les mauvaises herbes. Quelque part au loin, un chien hurla, un son long et lugubre. Plus elle s'approchait de l'adresse, plus Émilie sentait le poids de ce qu'elle était sur le point de découvrir. Il ne s'agissait plus de curiosité. Il s'agissait de la vérité. La vérité derrière l'homme qu'elle aimait, la vérité qu'il avait trop peur ou honte de partager. Finalement, elle vit le numéro peint de travers sur une boîte aux lettres fissurées. Harris. Sa poitrine se serra. Elle gara la voiture sur le côté et coupa le contact. Pendant un long moment, elle ne bougea pas. La maison devant elle s'affaissait sous son propre poids. Le porche était jonché de canettes de bière. Les rideaux étaient jaunis et raides. Émilie ferma les yeux, inspira une fois, puis ouvrit la portière. L'air froid lui mordit les joues alors qu'elle sortait, le bruit de ses bottes crissant sur le gravier bien trop fort dans la rue déserte. Quels que soient les secrets que Michael avait enterrés ici, elle s'apprêtait à y faire face, seule. Émilie se tenait devant la maison délabrée, le numéro sur la boîte aux lettres à peine lisible sous des couches de rouille et de peinture écaillée. Sa respiration formait un nuage dans l'air froid alors qu'elle montait les marches grinçantes du porche. L'odeur la frappa en premier, de la bière éventée, de l'alcool au goût sur et quelque chose d'acide qui s'accrochait aux planches. Un instant, elle faillit faire demi-tour. Elle frappa. Au début, aucune réponse, seulement le bourdonnement étouffé d'une télévision venant de l'intérieur. Elle essaya à nouveau, plus fort cette fois. Une voix aboya de l'intérieur, basse et irritable. La porte s'entr'ouvrit pour révéler une femme qui paraissait plus vieille que son âge. Les cheveux de Carol Harris étaient emmêlés, son visage bouffi et fatigué, ses yeux cerclés de rouge. Un peignoir délavé pendait de ses épaules maigres, taché de nourriture et d'alcool. Elle plissa les yeux vers Émilie avec méfiance, s'agrippant au cadre de la porte comme pour se stabiliser. « Quoi ? Si vous êtes de la compagnie d'électricité, je vous ai dit que je n'ai pas l'argent. Vous pouvez couper. Je m'en fiche. Pas de télé, pas de frigo, ça n'a pas d'importance. » Ces mots étaient légèrement pâteux. Une bouteille de vodka bon marché pendait d'une de ses mains. Émilie se figea, le cœur battant la chamade. « Je cherche Carol Harris, dit-elle prudemment. Vous l'avez trouvée. » Le regard de Carol s'aiguisa, scrutant Émilie de la tête aux pieds. Le peignoir bougea alors qu'elle croisait les bras. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » Émilie ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne le puisse, une jeune voix retentit de l'intérieur. « Maman, laisse-la tranquille. Ce n'est pas la compagnie d'électricité. » Une fille apparut dans le couloir. Une silhouette mince, peut-être de 12 ans, avec des cheveux blonds foncés attachés en une queue de cheval désordonnée. Ses yeux étaient d'un vert surprenant, vif et sans peur. Elle se tenait avec un air de défi qui semblait bien trop vieux pour son âge. « Retourne dans ta chambre, Lily », lança Carol, ses mots chargés d'amertume. Mais Lily ne bougea pas. Au lieu de ça, elle bomba le torse et foudroya sa mère du regard. « Tu vas juste essayer de lui prendre son argent comme tu le fais toujours. Ferme-la. » Carol se jeta vers elle, titubant. La bouteille de vodka ballotta. Lily recula d'un pas, sa voix s'élevant. « Tu as vendu ma veste pour de l'alcool. Tu as vendu les nouvelles bottes que Michael m'a achetées. Tu vendrais le téléphone aussi, si je te laissais faire. C'est pour ça qu'il ne vient plus ici. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Émilie sentit son estomac se retourner. Le nom de Michael prononcé avec une telle colère, une telle blessure à vif. Le visage de Carol se tordit, un mélange de honte et de rage. « Ne parle pas de ton frère comme si tu le connaissais. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour cette famille. Tu ne sais pas ce que j'ai dû faire. » Les mains de Lily se crispèrent, sa petite poitrine se soulevant au rythme de respiration rapide et superficielle. « Tu n'as rien fait d'autre que boire. Daniel est parti, et Michael déteste cet endroit à cause de toi. Et quand je serai grande, je partirai aussi. » Sa voix se brisa, mais ses yeux ne sillèrent pas. Émilie se tenait figée sur le seuil, son esprit tourbillonnant. Elle était venue chercher des réponses, et les voilà, laides, brutes, se déversant devant elle. Carol se retourna vers Émilie, se souvenant soudain de l'étrangère sur son porche.
Son expression se durcit. Vous, qui que vous soyez, vous n'avez rien à faire ici. Fichez le camp de ma propriété. Le pouls d'Émilie martelait ses tempes. Une partie d'elle voulait obéir, courir se réfugier dans la sécurité de sa voiture et oublier qu'elle était jamais venue. Mais ensuite, elle regarda Lily, ses yeux verts féroces remplis d'un mélange de courage et de désespoir. Le regard de la fille s'attarda sur elle, suppliant en silence, bien que ses lèvres ne disent rien. « Je suis désolé, murmura Émilie, reculant sur le porche. Je ne voulais pas m'immiscer. Carole claqua la porte, le bruit résonnant à travers les murs fragiles. Un silence s'ensuivit, lourd et suffocant. Émilie resta là un instant de plus, sa respiration visible dans la lumière déclinante, son cœur battant comme s'il allait s'échapper de sa poitrine. À travers les rideaux fins d'une fenêtre fissurée, elle aperçut Lily se retirer dans le couloir. Ses épaules tendues, sa petite silhouette voûtée contre le chaos qui remplissait la maison. Émilie sut une chose avec certitude. Quoi que Michael ait essayé d'enterrer, quel que soit le silence qu'il avait construit entre son passé et son présent, c'était réel, et c'était plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. La porte venait à peine de claquer que Lily sortit en courant par le côté de la maison, ses baskets martelant le trottoir fissuré. Émilie resta figée un instant. Puis l'instinct la poussa en avant. Elle ne pouvait pas laisser la fille seule, pas après ce qu'elle venait de voir. « Lily, attends !» appela Émilie, sa voix s'étranglant dans l'air froid de l'après-midi. La fille ne ralentit pas. Elle dévala la rue, se faufilant entre deux maisons penchées, sa petite silhouette se déplaçant avec une vitesse surprenante. Émilie se hâta de la suivre, ses bottes crissant sur le gravier et le verre brisé. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de la poursuite, mais aussi à cause du sentiment lancinant que si elle laissait Lily disparaître maintenant, elle pourrait ne jamais trouver la vérité que Michael avait passé sa vie à cacher. Après plusieurs pâtés de maison, la route débouchait sur une clairière. Un vieux magasin de proximité était accroupi au coin. Son enseigne était délavée et ses fenêtres sales. Au-delà, un étroit sentier de terre serpentait vers une étendue d'eau qui scintillait faiblement sous le pâle soleil. Émilie aperçut Lily se dirigeant dans cette direction, les épaules raides, les mains fourrées dans les poches de sa veste. Émilie se glissa d'abord dans le magasin, la cloche au-dessus de la porte émettant un faible tintement. À l'intérieur, l'air était vicié, bordé d'étagères de soupe en conserve, de boîtes de céréales poussiéreuses et d'un réfrigérateur bourdonnant de soda et de bière bon marché. Elle attrapa un paquet de biscuits, un bâton de bœuf séché et quelques sucettes aux emballages vifs dans un bocal près du comptoir. Le caissier, un homme âgé aux yeux lasses, encaissa sans commentaire. Quand Émilie ressortit, Lily attendait au bord du sentier, les bras croisés. Ses yeux verts perçants, se plissèrent. « Pourquoi me suivez-vous » Émilie brandit le sac. « Je pensais que tu voudrais peut-être quelque chose à manger. » C'est tout. Un instant, Lily ne bougea pas. Puis, avec un haussement d'épaules qui se voulait négligent mais portait le poids de l'épuisement, elle se tourna vers le lac. « D'accord, mais je ne rentre pas à la maison tout de suite. » Émilie la suivit sur le sentier. Il menait à un petit lac, bordé d'arbres nus et de rochers épars. L'eau était calme, reflétant le ciel délavé. Lily s'assit sur un tronc d'arbre tombé près de la rive, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Émilie s'assit à quelques pas, ouvrant le sac et posant les encas entre elles. « Tiens, dit doucement Émilie. Prends ce que tu veux. » Lily lorgna les biscuits, puis en prit un. Elle le croqua, mâchant lentement, son visage indéchiffrable. Après un moment, elle prit aussi une sucette, faisant rouler le bâton entre ses doigts. Le silence s'étira entre elles, rompu seulement par le doux clapotis de l'eau contre la rive. Émilie ne la pressa pas. Elle savait qu'il ne fallait pas insister. Finalement, Lily parla. Sa voix était plus calme maintenant, dépouillée du défi qu'elle avait montré à sa mère. « Vous n'êtes pas d'ici. » Ça se voit. « Pourquoi êtes-vous venu » Émilie hésita. La vérité pesait sur sa poitrine. « Je connais ton frère, Michael. » Au son de son nom, la tête de Lily se releva brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se rétrécirent de méfiance. « Vous mentez. »« Non, c'est vrai. » dit rapidement Émilie. « Je suis fiancée à lui. Nous devons nous marier bientôt. » Pendant un long moment, Lily se contenta de la fixer. Puis, lentement, ses épaules s'affaissèrent. « Alors c'est pour ça que vous êtes venu. »
Elle regarda l'eau, sa voix se durcissant. Il ne parle pas de nous, n'est-ce pas? Émilie secoua doucement la tête. Non, jamais. C'est pour ça que je suis venue. Je voulais comprendre. Lily eut un rire sec, sans aucune trace d'humour. Bien sûr qu'il ne le fait pas. Pourquoi le ferait-il? Cet endroit, ma mère. Ce n'est rien qu'il voudrait que vous voyiez. Émilie resta silencieuse, laissant les mots de la fille venir d'eux-mêmes. Lily tripota l'emballage de sa sucette, puis commença, sa voix basse mais ferme. Michael venait souvent à la maison avant, quand Daniel était encore en vie. Il essayait d'aider, de s'occuper des choses, mais maman, elle buvait toujours, vendant tout ce qu'elle pouvait pour de l'alcool, des vestes, des chaussures, même mes fournitures scolaires. Michael a arrêté d'apporter des choses parce qu'elle les échangeait simplement. Il détestait cet endroit. Il la détestait, mais il nous aimait, surtout Daniel. Sa gorge se serra et elle fit une pause. Le cœur d'Émilie se serra. Elle pouvait entendre la vérité qui affleurait dans la voix de Lily. Une vérité qu'elle n'était pas sûre d'être prête à supporter. Daniel était différent, murmura Lily. Il était fort. Il me protégeait toujours, même des petits amis de maman. Mais une nuit, l'un d'eux s'en est pris à elle avec un couteau. Daniel s'est interposé. Elle s'arrêta, fixant le lac comme si l'eau elle-même pouvait avaler le souvenir. Il n'a pas survécu. La poitrine d'Émilie lui faisait mal. Elle voulait tendre la main, poser une main sur l'épaule de Lily, mais elle ne le fit pas. La fille ne demandait pas de réconfort. Elle racontait son histoire parce que personne d'autre ne le ferait. C'est pour ça que Michael ne revient pas, dit finalement Lily, tournant ses yeux vers Émilie. Il s'en veut. Il pense que s'il avait été là, Daniel serait encore en vie. Mais il n'a pas pu le sauver. Il n'a pu sauver aucun de nous. Le vent ondula à la surface du lac, transportant l'odeur amère de la fumée venant de quelque part au loin. Émilie déglutit difficilement. À cet instant, elle comprit pourquoi Michael ne buvait jamais, pourquoi il ne mentionnait jamais sa famille, pourquoi il se fermait dès qu'elle posait des questions. Son silence n'était pas de la fierté ou du secret. C'était du chagrin. Et assise à côté de Lily, Émilie sut que la vérité qu'elle avait découverte n'était que le début. Le vent du lac charriait une fraîcheur humide, et Émilie resserra son manteau, mais elle ne bougea pas. Lily était assise penchée en avant sur le tronc, les coudes sur les genoux, fixant l'eau comme si les histoires piégées en elle ne sortiraient que si elle gardait les yeux rivés sur quelque chose de stable. On était 4. Commença Lily, sa voix plate, mais teintée d'une amertume trop vieille pour une enfant de 12 ans. Ma sœur aînée, c'est Sarah. Elle s'est mariée avant même de finir le lycée. Elle a des enfants maintenant, 2, peut-être plus. On ne la voit pas beaucoup. Ensuite, il y a Michael. Puis Daniel. Il n'avait qu'1 an de moins que Michael. Et puis moi. La respiration d'Émilie se coupa. Elle pouvait imaginer Michael en grand frère, protecteur et stable. Mais Daniel, son nom flottait dans l'air comme un fantôme. Sarah a toujours été un peu à la dérive, continua Lily. Elle a épousé ce type qui boit presque autant que maman. Parfois ils se battent. Parfois ils se réconcilient. Parfois la police vient. Les services sociaux sont venus une fois, ils ont failli lui prendre ses enfants. Elle s'est reprise juste assez longtemps pour les garder, mais ça ne change jamais vraiment. C'est comme ça avec elle. Elle tira sur un fil de son jean, puis l'arracha. Michael est parti dès qu'il a pu. Il est allé à l'université communautaire à Cleveland, a commencé à travailler, a essayé de se construire une vie. Il revenait les week-ends, nous apportait de la nourriture ou des vêtements. Il s'inquiétait toujours pour moi et Daniel. Il criait sur maman, essayait de la faire arrêter de boire, mais ça ne tenait jamais. Elle attendait juste qu'il soit parti, et puis elle recommençait. Émilie déglutit difficilement, essayant de garder une expression neutre, bien que son estomac se tordît. Daniel était différent, murmura Lily. Il est resté. Il a essayé de maintenir les choses, surtout quand Michael n'était pas là. Il me protégeait, même de maman. Et il croyait vraiment qu'il pouvait la sauver. Sa voix se brisa. Émilie attendit, laissant le silence prendre sa place. Un hiver, il y a quelques années, maman était avec ce type, dit finalement Lily. Il s'appelait Tony. Il était méchant. Toujours ivre, toujours en colère. Une nuit,
Il s'en est pris à elle avec un couteau. Je ne sais même pas pourquoi ils se disputaient. Quelque chose de stupide, probablement. Daniel s'est interposé. Il a essayé de se mettre entre eux. D'arrêter Tony. Il a été poignardé avant que quiconque puisse faire quoi que ce soit. Les mots frappèrent Emily comme un coup. Elle porta la main à sa bouche, horrifiée. Au moment où l'ambulance est arrivée, c'était trop tard, continua Lily, sa voix à peine plus qu'un murmure. Daniel s'est vidé de son sang sur le sol. Michael n'était pas là ce week-end-là. Il n'a pas pu revenir à cause d'une tempête de neige. Il a dit plus tard que s'il avait été là, Daniel ne serait pas mort. Il a hurlé sur maman à l'enterrement. Il lui a dit qu'elle l'avait tué. Et peut-être qu'elle l'a fait. Si elle n'avait pas laissé Tony entrer dans nos vies, Daniel serait encore en vie. Emily retint ses larmes, la gorge serrée. Elle pouvait presque le voir. Le salon exigu, les cris, l'éclair d'un couteau, Daniel s'effondrant pendant que sa petite sœur regardait. Michael n'est jamais revenu après ça, dit Lily. Pas vraiment. Il est revenu une dernière fois pour emballer ses affaires et s'assurer que j'avais ce dont j'avais besoin. Il m'a donné une carte, a ouvert un compte en banque pour moi, y a mis de l'argent dès qu'il le pouvait, mais il n'a plus jamais remis les pieds dans la maison. Il a dit à maman que si elle ramenait un autre homme, il appellerait les flics et le ferait enfermer. Et je l'ai cru. Tout le monde l'a cru. Les gens du coin ne cherchent plus d'ennui à Michael. Mais il ne veut toujours pas revenir. Lily se tourna enfin pour regarder Emily. Ses yeux étaient humides, mais durs, défiant Emily de nier son histoire. C'est pour ça qu'il ne boit pas. C'est pour ça qu'il ne parle jamais de nous. Il déteste l'alcool. Il déteste ce que ça fait. Il la déteste. Et il se blâme chaque jour pour Daniel. La poitrine d'Emily lui faisait mal. Elle voulait prendre la fille dans ses bras, lui dire que ce n'était pas la faute de Michael, que personne n'aurait pu arrêter une tempête ou changer cette nuit-là. Mais elle comprenait maintenant pourquoi Michael avait construit des murs si épais autour de son passé. Chaque gorgée de liqueur, chaque ombre de cette maison portait le souvenir du sang sur le sol, et du frère qu'il n'avait pas pu sauver. Pendant un long moment, aucune d'elles ne parla. Le lac miroitait faiblement, le soleil descendant plus bas, baignant le monde dans des nuances de gris. Emily fixa l'eau, essayant d'absorber le poids de ce qu'elle venait d'entendre. Elle pensa à l'homme qu'elle connaissait. L'homme qui riait doucement quand elle brûlait les pancakes, qui pliait le linge sans se plaindre, qui lui embrassait la main en passant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et maintenant, sous tout cela, elle voyait le chagrin qu'il portait comme une seconde peau. Ce n'était pas la honte qui le gardait silencieux. C'était la douleur. Une douleur si profonde qu'il ne pouvait supporter de la nommer. Emily ferma les yeux, une seule larme glissant sur sa joue. Pour la première fois, elle comprit pleinement pourquoi Michael ne levait jamais un verre, ne se laissait jamais aller quand les autres se perdaient dans l'alcool. Pour lui, l'alcool n'était pas un plaisir occasionnel. C'était la raison pour laquelle sa famille s'était effondrée, la raison pour laquelle son frère était enterré, la raison pour laquelle il gardait Lily à distance, bien qu'il l'aimât farouchement. Et pour Emily, la vérité était à la fois dévastatrice et éclairante. Le silence qui l'avait autrefois troublé prenait maintenant un sens déchirant. Le trajet de retour vers Cleveland parut plus long que l'aller, bien que la distance fût la même. L'autoroute s'étendait à l'infini, mais l'esprit d'Emily était plus lourd maintenant, alourdi par ce qu'elle avait appris au bord du lac. La voix de Lily résonnait dans sa tête, plate, factuelle, mais remplie de blessures si profondes qu'elle ne se refermerait jamais complètement. Une famille brisée. Une mère consumée par l'addiction, un frère enterré trop jeune, et Michael, pris au milieu de tout ça, portant une culpabilité qui n'aurait jamais dû être la sienne. Emily serra plus fort le volant. Pendant des années, elle s'était interrogée sur le silence de Michael, son refus de parler de sa famille, son évitement inflexible de l'alcool. Maintenant, elle comprenait. Chaque gorgée de whisky ou de bière ne lui rappelait pas seulement le chaos auquel il avait échappé. Elle le ramenait à la nuit où il avait perdu Daniel. Son abstinence n'était pas seulement de la discipline. C'était de la survie. La silhouette de la ville apparut. Les contours familiers de Cleveland se dressant contre le ciel déclinant de l'après-midi. La poitrine d'Emily se serra d'émotions contradictoires. Elle aimait Michael plus profondément que jamais, sachant maintenant la force qu'il lui avait fallu pour se construire une nouvelle vie. Mais elle ne pouvait pas ignorer la fille qu'elle avait laissée derrière elle. Lily,
avec ses yeux verts féroces et son courage fragile, était toujours coincé dans cette maison qui s'effondrait, toujours en train de se protéger du chaos qui lui avait déjà trop volé. Quand Emily entra finalement chez ses parents ce soir-là, Patricia remarqua immédiatement l'ombre dans les yeux de sa fille. Le dîner attendait sur la table. Poulet rôti, pommes de terre, les odeurs réconfortantes d'un foyer sûr et stable. Mais Emily ne pouvait rien goûter. « Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda doucement Patricia, lui touchant la main. Emily hésita, puis secoua la tête. « Rien que tu ne puisses arranger, maman. Juste, je pensais au mariage. » Georges leva les yeux de son assiette, curieux. « Tu as déjà changé d'avis sur la grande fête ?» Son ton était léger, mais il y avait une pointe de surprise. Emily prit une profonde inspiration. « Oui. Je ne veux pas du grand mariage. Je n'ai pas besoin des salles de banquet, des limousines ou des fleurs. Ce que je veux, c'est simple. Juste Michael, moi, et les personnes qui comptent le plus. Et ça veut dire que Lily devrait être là. » La pièce devint silencieuse. Les sourcils de Patricia se froncèrent de confusion. « Lily ? C'est sa petite sœur, » expliqua Emily, sa voix tremblant légèrement. « Je l'ai rencontrée. Elle mérite mieux que la vie dans laquelle elle est coincée. Elle mérite de voir son frère prendre un nouveau départ, de savoir qu'elle n'est pas oubliée. » Georges se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras. « Emily, nous ne connaissons même pas cette fille. »« Tu es sûre ? » ?»« Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit, » interrompit Emily, son ton ferme. Elle regarda ses parents, leur visage familier empreint d'inquiétude. « Vous m'avez tout donné. La stabilité, la sécurité, l'amour. Lily n'a rien de tout ça. Si Michael et moi commençons une nouvelle vie, je veux qu'elle en fasse partie, pas qu'elle soit laissée pour compte. » Patricia échangea un regard avec Georges, son expression s'adoucissant. « Tu tiens vraiment à elle. » Emily hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. « C'est juste une enfant, maman. Elle a dû grandir trop vite. Michael ne l'admettra pas, mais il l'a maintenue à flot à distance, et je ne peux pas l'épouser en faisant semblant qu'elle n'existe pas. Notre mariage devrait être une question d'amour et de famille, et elle est sa famille. » Le silence persista un moment. Puis Patricia tendit la main à travers la table, serrant celle d'Emily. « Si c'est ce que tu veux, alors nous te soutiendrons, quoi qu'il arrive. » Georges soupira, secouant lentement la tête, mais il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement de la résignation et une trace de fierté. « D'accord, pas de grand mariage. Si faire entrer cette fille dans ta vie te rend heureuse, alors c'est ce que nous ferons. » Un soulagement envahit Emily. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Youngstown, elle sentit une lueur d'espoir. Le chemin à parcourir serait compliqué. La douleur de Michael ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, et le monde de Lily ne pouvait pas être réparé d'un seul geste. Mais Emily savait une chose avec certitude. L'amour ne consistait pas seulement à partager la joie. Il s'agissait de porter les fardeaux ensemble, de refuser de se détourner des personnes qui avaient le plus besoin de vous. Cette nuit-là, allongée éveillée dans sa chambre d'enfant, Emily imagina un mariage non pas rempli de lustres scintillants ou de listes d'invités interminables, mais un petit cercle de personnes qui comptaient vraiment. Elle imagina Michael debout à ses côtés, plus stable que jamais, et Lily, timide mais présente, regardant son frère commencer une vie où les ombres de leur passé ne les définiraient plus. Et pour la première fois, Emily ressentit la paix. Non pas parce que les questions avaient disparu, mais parce qu'elle connaissait enfin les réponses. Les jours passèrent alors que le printemps approchait, et les discussions sur le mariage flottaient dans l'air. Emily se sentait agitée, incapable de garder plus longtemps enfermée la vérité qu'elle avait découverte. Chaque fois qu'elle regardait Michael, ses mains stables préparant le café, sa voix calme discutant de leur avenir, elle voyait les ombres derrière ses yeux. Elle portait les mots de Lily en elle comme un secret trop lourd à supporter. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble à la table de la cuisine, Emily joignit fermement ses mains et prit une profonde inspiration. « Michael, » dit-elle doucement. « Je dois te dire quelque chose. » Il leva les yeux, distrait au début, puis las quand il remarqua la tension dans sa voix. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je suis allé à Youngstown. » Ces mots tombèrent comme des pierres sur la table entre eux. Un instant, il ne dit rien. Puis son visage se vida de toute couleur, sa bouche s'entr'ouvrant sous le choc. « Tu, quoi ?» Sa chaise racla le sol alors qu'il se reculait. Emily,
Pourquoi as-tu fait ça? Comment as-tu pu? J'ai rencontré Lily. Le nom sembla le figer. Sa main trembla contre le bord de la table. Tu n'aurais pas dû y aller, murmura-t-il, sa voix aiguë de panique. Tu ne sais pas ce qu'est cet endroit. Tu ne sais pas ce qu'elle a traversé. Ce dont j'ai essayé de te protéger. Tu n'étais pas censé voir tout ça. Emily tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant son bras. Michael, écoute-moi. Je sais, maintenant. J'ai vu la maison. J'ai vu Carole. Et j'ai parlé à Lily. C'est juste une enfant, Michael. Elle a besoin de toi. Et elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas oubliée. Il recula comme si son contact le brûlait. Sa respiration s'accéléra, ses yeux sombres et affolés. Tu ne comprends pas. Je t'ai tenu à l'écart de ce monde pour une raison. C'est toxique. Ça détruit tout ce que ça touche. Je me suis promis de ne jamais t'entraîner là-dedans. Sa voix se fit plus stable, calme face à la tempête qui montait en lui. Je comprends plus que tu ne le penses. Je sais pour Daniel. Lily me l'a dit. Michael tressaillit comme s'il avait été frappé. Sa mâchoire se serra et pendant un long moment, il la fixa en silence. Puis, lentement, il se laissa retomber sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Ses épaules étaient secouées par le poids des souvenirs qu'il n'avait jamais partagés. J'aurais dû être là, dit-il d'une voix rauque. Si je n'étais pas resté à Cleveland ce week-end-là, si j'avais juste bravé la tempête, Daniel serait encore en vie. Il n'aurait pas eu à se battre seul. Je l'ai laissé tomber, Emily. J'ai laissé tomber mon frère. Les yeux d'Emily s'emplirent de larmes, mais sa voix resta ferme. Ce n'était pas ta faute. Tu n'aurais pas pu empêcher cette nuit-là. Personne n'aurait pu. Tu ne l'as pas laissé tomber, Michael. Tu n'étais qu'un gamin toi-même. Tu portes cette culpabilité depuis des années. Mais elle ne t'appartient pas. Il secoua violemment la tête. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre avec cette image dans la tête. Le sang, les cris. Ma mère trop ivre pour même réaliser ce qui s'était passé avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis dit que je n'y retournerais jamais, que je couperais les ponts pour toujours. C'est la seule façon dont j'ai survécu. Emily se pencha plus près, sa main reposant doucement sur ses poings serrés. La survie ne suffit pas, Lily est toujours là-bas. Elle t'admire. Elle t'aime. Et que ça te plaise ou non, elle fait partie de notre vie maintenant. Quand nous nous marierons, je veux qu'elle soit là. Pas par pitié, pas par obligation, mais parce qu'elle est ta famille. Notre famille. Michael leva les yeux, rouge et vif. Tu le penses vraiment? Oui, murmura Emily. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer l'avenir pour elle, pour nous, pour la mémoire de Daniel. Tu ne penses pas qu'il voudrait ça? Michael déglutit difficilement, son corps tremblant comme si chaque mot avait fissuré le mur qu'il avait construit. Finalement, il hocha la tête, sa voix à peine audible. Oui, il le voudrait. Le silence s'installa, mais il n'était plus lourd de secrets. Pour la première fois, Michael permit que sa douleur soit vue, et Emily, stable et sans faille, la partagea avec lui. À cet instant, le mariage cessa d'être une question de fête ou de tradition. Il devint une question de rédemption, de construction d'une famille non pas définie par les brisures du passé, mais par le choix de se tenir ensemble dans le présent. Un samedi matin ensoleillé de la fin du printemps, Emily et Michael se tenaient ensemble au palais de justice du comté de Mahoning. Il n'y avait pas de grande allée, pas d'orchestre, pas d'arrangements floraux grandioses, juste la lumière du soleil filtrant à travers de hautes fenêtres, rebondissant sur des sols polis, et le faible bourdonnement d'un greffier préparant leurs papiers. Emily portait une robe couleur crème qui lui effleurait les genoux, élégante dans sa simplicité. Michael se tenait à ses côtés dans un costume bleu marine, la posture droite, mais les mains tremblant légèrement. Lorsque le juge leur demanda de se donner la main, Emily sentit la force de sa poigne, la détermination silencieuse qu'il avait portée à travers tant de ténèbres. La cérémonie fut brève. Quelques mots, des vœux prononcés à voix basse, des signatures apposées sur du papier, et puis ce fut fait. Ils étaient mari et femme. Les parents d'Emily applaudirent, Patricia épongeant ses yeux avec un mouchoir. George se racla la gorge brusquement, cachant son émotion derrière la formalité. Deux des amis les plus proches de Michael du travail offrirent de chaleureuses félicitations.
Mais le moment le plus poignant fut lorsque Lily, vêtue d'une robe à fleurs empruntée et de sandales qu'Emily lui avait achetées quelques jours auparavant, s'avança. Elle paraissait petite, presque fragile, mais ses yeux brillaient de fierté. « Tu es magnifique », murmura-t-elle à Emily avant de se jeter dans les bras de Michael. Il se pencha, la serrant fort, son visage enfoui dans ses cheveux. Pour la première fois depuis des années, il se permit de croire que la famille ne devait pas forcément signifier la douleur. Après le palais de justice, ils se rendirent tous à pied dans un petit restaurant juste en bas de la rue. Ce n'était pas chic, banquette en vinyle, tabouret chromé, l'odeur de bacon et de café flottant dans l'air, mais c'était parfait. Ils remplirent une table d'angles de rire et d'assiettes de pancakes, d'omelettes et de hamburgers. La meilleure amie d'Emily prit des photos avec son téléphone, capturant des moments plus authentiques que n'importe quel portrait posé. Michael coupant une part de gâteau avec Lily souriant à côté de lui. Patricia montrant à la jeune fille comment mélanger de la crème dans son café. George se penchant en arrière avec un rare sourire en regardant sa fille rayonner de bonheur. La serveuse, curieuse de ce petit rassemblement, finit par comprendre qu'il s'agissait d'une célébration de mariage. Elle apporta une part de tarte avec des « félicitations » tracées en sirop de chocolat, refusant d'être payée pour cela. Toute la table applaudit alors qu'Emily et Michael partageaient une bouchée. Ce n'était pas du champagne dans des verres en cristal, mais c'était plus doux que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Quand le repas se termina, Michael se leva et s'éclaircit la gorge, sa voix s'étranglant alors qu'il s'adressait à la table. « Je sais que ce n'est pas le genre de mariage auquel les gens s'attendent, mais pour moi, c'est plus que ce que j'aurais pu demander. Pendant des années, j'ai pensé que je ne méritais pas ça. La paix, l'amour, une famille qui croit en moi. Aujourd'hui prouve que j'avais tort. Et avoir Lily ici. » Sa voix se brisa. Il attrapa la main de sa sœur. Ça signifie tout. Lily serra sa main en retour, son menton tremblant, bien qu'elle tînt la tête haute. Je suis contente que tu ne m'aies pas oublié, murmura-t-elle, assez fort pour que seul lui et Emily l'entendent. Plus tard, alors que les assiettes étaient débarrassées et les manteaux rassemblés, Michael prit Emily à part. Il tenait une petite enveloppe, des documents soigneusement rangés à l'intérieur. J'ai déjà parlé à un avocat, dit-il, sa voix basse mais ferme. Je veux entamer la procédure pour devenir le tuteur légal de Lily. Les services de protection de l'enfance devront faire une évaluation et il y aura des audiences, mais je ne veux pas qu'elle reste dans cette maison plus longtemps que nécessaire. Les yeux d'Emily s'emplirent de larmes. Elle toucha sa joue, souriant à travers l'émotion qui gonflait sa poitrine. Nous le ferons ensemble. Elle est notre responsabilité maintenant. Notre famille. Dehors, le soleil de l'après-midi baignait la rue d'une lumière dorée. Michael, Emily et Lily marchaient côte à côte, la jeune fille tenant leurs deux mains comme si elle avait peur de les lâcher. Pendant des années, Michael n'avait ressenti que de la culpabilité et de la perte en pensant à la famille. Maintenant, avec Emily d'un côté et Lily de l'autre, il ressentait quelque chose de tout à fait nouveau. L'espoir. Après la simple cérémonie et la petite célébration au restaurant, la vie commença à changer d'une manière qu'Emily avait à peine osé imaginer. Leur appartement, autrefois calme et parfaitement rangé, portait maintenant les sons d'une jeune fille de 12 ans s'adaptant à un nouveau monde. Le rire de Lily résonnait dans le couloir lorsqu'elle trouva une paire de rollers dans une friperie où Emily l'avait emmenée. Ses livres d'école s'étalaient sur la table de la cuisine le soir, ses notes griffonnées se mêlant au dossier de travail de Michael et au plan de cours d'Emily. Au début, Lily se déplaçait prudemment dans l'appartement, comme si elle craignait que l'accueil ne s'use. Mais chaque jour, Emily et Michael lui rappelaient qu'elle avait sa place. Ils cuisinaient ensemble, partageaient des histoires au dîner et créaient de nouvelles routines. Emily l'aidait avec ses devoirs pendant que Michael lui montrait comment donner un bon coup de poing au club de boxe local. Lentement, le regard hanté dans les yeux de Lily commença à s'adoucir. Bien sûr, rien dans cette transition ne fut simple. En quelques semaines, Michael était au téléphone avec des avocats et des travailleurs sociaux, entamant le processus qui ferait de lui le tuteur légal de Lily. Les services de protection de l'enfance programmèrent des visites à domicile, vérifiant la sécurité de leur appartement, examinant leurs finances, interrogeant à la fois Michael et Emily. Le tribunal exigea des vérifications d'antécédents, des lettres de recommandation, une preuve d'emploi stable. C'était épuisant, mais Michael ne se plaignit jamais. Un soir, après un autre long appel avec leur avocat, Michael s'affaissa sur le canapé, passant une main sur son visage. J'ai l'impression qu'il me mesure sous toutes les coutures, attendant que j'échoue.
Emily s'assit à côté de lui, posant sa tête sur son épaule. Ils n'attendent pas que tu échoues. Ils veulent juste être sûrs que Lily est en sécurité, et elle l'est. Tu t'es déjà occupé d'elle de toutes les manières qui comptent. Ces paroles se révélèrent vraies. Lors de la première audience, le juge examina le dossier, notant le casier judiciaire vierge de Michael, son emploi stable et le solide système de soutien fourni par Emily et sa famille. Carol ne contesta pas la requête. En fait, elle ne se présenta même pas. À la fin de l'été, Michael obtint la tutelle complète de Lily. Le jour où ils sortirent du palais de justice, Lily serra les papiers officiels dans ses mains comme un bouclier contre tout ce qu'elle avait enduré. Michael se pencha, sa voix se brisant. « Tu es avec nous maintenant. Pour de bon. Personne ne peut nous enlever ça. » Emily retint ses larmes alors que Lily enfouissait son visage dans la poitrine de son frère. À cet instant, la famille Harris commença à guérir, non pas en oubliant le passé, mais en choisissant un avenir différent. Quelques mois plus tard, par un matin gris de novembre, Michael suggéra quelque chose qu'il avait évité pendant des années. « Je veux vous emmener voir Daniel. » Son ton était calme, bien que ses mains se tordissent nerveusement. Ils retournèrent donc vers Youngstown, l'air vif avec la morsure du début de l'hiver. Le cimetière se trouvait sur une petite colline à l'extérieur de la ville, calme et immobile. Des feuilles brunes et cassantes s'accrochaient obstinément aux branches nues. Michael portait un bouquet de chrysanthèmes blancs, ses pas lourds alors qu'il menait le chemin vers une modeste pierre tombale gravée du nom de son frère. Daniel Harris, fils et frère bien-aimé. Pendant un long moment, il ne put parler. Il tomba à genoux devant la tombe, ses épaules tremblant. « Je suis désolé, murmura-t-il, sa voix se brisant sous le poids des années. J'aurais dû être là. J'aurais dû te protéger. » Des larmes coulèrent sur son visage. Il pressa sa main contre la pierre froide, sa respiration visible dans l'air glacial. Emily s'agenouilla à côté de lui, enroulant ses bras autour de son dos. Lily se tenait près, silencieuse mais solide, sa petite main posée sur l'épaule de son frère. « Tu ne l'as pas laissé tomber, » murmura Emily. « Tu as porté cette culpabilité bien trop longtemps. Daniel ne voudrait pas que tu vives comme ça. Il voudrait que tu continues, que tu protèges Lily, que tu vives la vie dont vous rêviez tous les deux. » Michael ferma les yeux, laissant les mots s'imprégner. Pendant des années, il avait porté le moment de la mort de son frère comme une chaîne autour du cou. Mais ici, avec sa femme et sa sœur à ses côtés, il sentit le poids commencer à se lever. Le chagrin était toujours là. Il le serait toujours, mais pour la première fois, il ne le définissait plus. Alors qu'il se relevait, des flocons de neige commencèrent à tomber, doux, délicats, les premiers de la saison. Le cimetière devint silencieux, recouvert d'un calme presque sacré. Emily glissa sa main dans celle de Michael, tandis que Lily tenait l'autre. Ensemble, ils se tenaient devant la tombe de Daniel, une famille reconstruite sur la perte. Michael prit une profonde inspiration, l'air froid aiguisant ses poumons, et l'expira lentement. « Je me pardonne, » murmura-t-il. Ce n'était pas dramatique, pas une proclamation criée au vent, mais c'était réel, et c'était suffisant. Tous les trois retournèrent à la voiture alors que la neige tourbillonnait doucement autour d'eux, recouvrant le sol d'un fin voile blanc. C'était le début de l'hiver, mais aussi, pour eux, le début de quelque chose d'autre, une nouvelle vie définie non pas par ce qu'ils avaient perdu, mais par ce qu'ils avaient choisi de construire ensemble. Pour Emily, ce moment portait un message qu'elle n'oublierait jamais. L'amour et la compassion ne pouvaient pas effacer la tragédie, mais ils pouvaient la transformer. Ils pouvaient prendre la douleur la plus vive et l'adoucir, transformant les blessures en cicatrices qui ne saignaient plus, mais raconter une histoire de survie. Et pour Michael, le message était encore plus simple. La famille, ce n'était pas le chaos dans lequel il était né. C'étaient les personnes qui se tenaient à ses côtés maintenant. Emily, stable et inflexible, et Lily, féroce et incassable. Ensemble, ils étaient la preuve que même les blessures les plus profondes pouvaient guérir. Alors que la neige tombait plus épaisse, recouvrant la terre de silence, Emily connut la vérité. L'amour et le pardon étaient plus forts que le chagrin. Et dans cette vérité, la famille Harris trouva enfin la paix.